Bonjour, il est 17h30, nous sommes mardi. C'est cela? Voilà. Donc, et mardi, c'est ravioli. Et je voulais remercier Pavel d'être ici aujourd'hui parce que, comme voilà, je l'ai oublié hier, mais voilà, donc Pavel est là. Merci à toi, Pavel, d'être parmi nous aujourd'hui, comme hier, comme toute la semaine dernière et comme les fois précédentes. Mais surtout que c'est la dernière fois qu'on voit Pavel cette semaine. Pas dans cette vie, mais cette semaine, parce que Pavel sera plus là demain. Mais merci aussi à Arnaud et Igor d'être là fidèlement. Alors, il y a eu quelques déclarations qui ont fait un petit peu de bruit aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, notamment Monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a parlé de troisième guerre mondiale. Alors Igor, on va commencer par toi aujourd'hui pour comprendre ce qu'il a réellement dit et quels sont les risques de troisième guerre mondiale, si tu peux nous donner un pourcentage. Merci. Merci Président, j'ai une charge très lourde qui me décombe, comme disaient les autres, d'apporter les nouvelles. Donc je vais commencer effectivement aujourd'hui on va commencer par la diplomatie, puisqu'il y a une conférence de presse de Sergueï Lavrov qui faisait suite à son entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au cours de laquelle il a abordé évidemment tout un tas de sujets en lien avec l'Ukraine. Il a commencé par expliquer que l'Ukraine a manifestement rétropédalé par rapport à ses propositions formulées lors de la rencontre d'Istanbul fin mars, alors que selon lui, les Russes et les Ukrainiens s'étaient entendus sur le concept du document, à savoir les principaux thèmes qui devaient être abordés, et s'étaient même entendus sur deux de ces questions, à savoir la neutralité de l'Ukraine, on le rappelle, et la question des garanties de sécurité. Toute la difficulté étant ensuite, évidemment, de forger un document qui tienne la route et tienne compte des attentes de chacun. Cela dit, selon le ministre, les contacts russo-ukrainiens se poursuivent bien au niveau des groupes d'experts. Et c'est ensuite qu'effectivement, il a évoqué la question de la Troisième Guerre mondiale. Alors, il a mis en garde contre le danger, ce qui selon lui est réel, d'une escalade et donc d'une Troisième Guerre mondiale, mais tout en rappelant que par définition, une guerre qui serait donc nucléaire ne doit pas être menée, puisque de toute façon, par définition, elle ne peut être remportée par personne qui aurait que des perdants. Mais il a bien insisté sur l'aspect que cette guerre ne doit pas être menée. Donc il faut voir toute la déclaration et ne pas extraire uniquement l'aspect Troisième Guerre mondiale dans ses déclarations. C'est plutôt rassurant alors. Moi, c'est moins inquiétant. Tu peux voir le verre à Merci. moitié plein ou le verre à moitié vide, mais Voilà, donc c'est moins inquiétant. c'est un peu moins inquiétant si on s'arrête pas à l'aspect Troisième Guerre mondiale, mais qu'on regarde l'ensemble de la phrase. Mais bon, le contexte, on le connaît. Hein. Alors avec Guterres, il a parlé d'Europe, d'Ukraine, de Donbass, et le secrétaire général des Nations Unies a proposé de former un groupe de contact ONU, Russie, Ukraine pour essayer d'avancer sur la voie diplomatique qui est complètement embourbée à l'heure où nous nous parlons. Il y a eu un entretien téléphonique entre messieurs Poutine et Erdogan, on en parlait hier lorsqu'on parlait de la Turquie. Les discussions ont porté sur Mariupol, plus précisément sur Azovstal, et la possibilité d'évacuer les derniers civils qui seraient bloqués dans cette partie de la ville de Mariupol, ainsi que sur la sécurité maritime en mer Noire. Erdogan, on le comprend, essaie de faire revenir à la table des négociations à Istanbul les parties, les Ukrainiens et les Russes, qui pour l'instant ne souhaitent pas aller visiblement plus loin sur la voie de la diplomatie. Côté américain, on a organisé une conférence consacrée au renforcement des capacités de défense de l'Ukraine sur la base militaire aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, qui est une des plus grosses bases militaires américaines à l'étranger, enfin en dehors du territoire américain, au cours de laquelle étaient représentés entre 20 et 40 pays. Alors, je n'ai pas réussi à avoir le chiffre exact, je crois qu'ils en avaient invité 40, mais qu'il y a une vingtaine qui sont venus. Donc pour discuter des modalités de renforcement des capacités de défense de l'Ukraine, en gros de coordination et de synchronisation de cet effort de défense, donc de renforcement des capacités de l'Ukraine. Il y a des discussions entre les membres du G20, puisque depuis quelques semaines, enfin en fait depuis pratiquement le 24 février, hein, l'idée fait son chemin parmi certains membres d'exclure la Russie du G20. Alors certains pays poussent dans cette direction, emmenés notamment par les États-Unis, mais d'autres pays sont formellement opposés, comme l'Inde et la Chine.
Une nouvelle idée a surgi dans ce contexte-là d'inclure l'Ukraine dans le G20, mais de lui proposer un statut de membre invité. Le prochain G20 aura lieu à la fin de l'année en Indonésie. Et enfin, j'attire votre attention sur les tensions qui montent en Transnistrie, autour de la Transnistrie, puisque depuis 24 heures, on a constaté une série d'explosions à Tiraspol, de même que les antennes télévision qui relaient les chaînes russes sur ce territoire ont été détruites. On ne sait pas trop par qui, dans quelles circonstances, et qu'on voit fleurir des checkpoints un peu partout sur des routes qui mènent vers la Transnistrie. Donc là, on parlait, souvenez-vous, ces derniers jours, de second front qui éventuellement pourrait surgir. La Transnistrie, manifestement, en tout cas, connaît un épisode de tension à suivre de très près. Voilà, Président, pour les nouvelles. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais c'est les nouvelles du jour. Donc, quand on parle de nucléaire, c'est jamais très bon. Mais voilà, c'est moins inquiétant que ce qu'on a entendu, en tout cas à la télévision pour l'instant. Arnaud, est-ce que tu as, sur un plan économique ou politique, as-tu d'autres nouvelles? Quelques nouvelles, Président. Bonjour à tous. Même si l'actualité économique et politique intérieure est finalement assez peu dense aujourd'hui, il y a quelques déclarations de Vladimir Poutine que je relève, faites hier. La première concerne les sociétés étrangères. Il émet le souhait que celles qui sont restées puissent travailler tranquillement. Donc c'est un signal qui n'est pas anodin. Par ailleurs, Vladimir Poutine s'est inquiété des taux d'intérêt, notamment pour les prêts immobiliers, et donc il appelle à ramener les taux de 12 à 9% dans le cadre du programme d'État d'aide à l'accès à la propriété. Donc c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, c'est un sujet sensible socialement, et donc Vladimir Poutine pousse en ce sens. Norilsk Nickel et Rosatom qui annoncent vouloir lancer une production de lithium dans la région de Mourmansk. C'est intéressant, c'est important, c'est stratégique et ça fait suite à des difficultés d'importation en provenance d'Amérique latine notamment. Donc la Russie qui dispose de lithium sur son territoire mais qui jusqu'à présent ne l'exploite pas véritablement, a décidé d'accélérer dans ce domaine. Quelques mots de politique intérieure. La nouvelle du jour, assurément, ou en tout cas la rumeur du jour, mais qui est très insistante, porte sur la possibilité d'annuler ou de reporter les élections des gouverneurs prévues en septembre. On en avait parlé il y a quelques semaines. Manifestement, l'idée a fait son chemin et on évoque de plus en plus cette possibilité en invoquant le contexte militaire, le contexte de sanctions également. Donc plusieurs options, soit ces élections sont reportées, soit le mode de scrutin est changé, c'est-à-dire que ce ne serait plus un vote direct de la population, mais les gouverneurs seraient élus par les assemblées régionales. Vladimir Poutine devrait s'exprimer demain sur le sujet. Et enfin, des nouvelles du LDPR, le parti fondé par feu Vladimir Zhirinovsky. Il se dit que la personne la mieux placée, et Pavel en avait parlé il y a quelques semaines, pour succéder à Zhirinovsky serait Leonid Slutsky. Leonid Slutsky, dont Igor a également parlé, puisque Slutsky fait partie de la délégation des négociateurs russes avec les Ukrainiens, et Slutsky est donc membre de la Douma d'État. Voilà les quelques actualités économiques et politiques du jour en Russie. Je voulais dire que c'est une nouvelle qui ne ravira pas les féministes. Mais Leonid Slutsky est aussi, enfin était, je ne sais pas s'il est toujours le président du comité France-Russie de la Douma. Donc on le connaît bien, il parle français parfaitement. Effectivement, on le connaît bien à l'ambassade de France et dans la communauté française. Alors, on a un petit commentaire concernant la Troisième Guerre mondiale. Je constate que lors de ma lecture quotidienne des médias occidentaux en vue de rédiger notre newsletter, c'est l'un de nos auditeurs, les articles à quasiment 100% parlent uniquement de ce risque, d'où un vent de panique qui risque de s'établir et de ce fait ne pas apaiser ce que pense le monde sur la situation liée au conflit. Je pense donc que c'est plus un commentaire.
Mais c'est vrai que en fait, c'est ce qu'on a retenu pour l'instant et c'est ce qu'on a retenu dans la presse française. J'ai l'impression, je ne pense pas avoir parcouru la presse française aussi, de manière aussi complète que ne l'a fait la personne qui pose la question, hein, mais visiblement c'est le cas. C'est vrai que pour ce qu'on en dit dans la presse russe, comme il s'agit d'une conférence de presse, il y a quand même plusieurs points qui sont ressortis, dont ce point sur la troisième guerre mondiale, mais ce n'est pas le point qui a été... Enfin, c'est pas un point qui est, comment dirais-je, extrait exclusivement. Il y a d'autres choses qui ressortent, mais visiblement, oui, dans la presse française, on focalise là-dessus. Maintenant, ce thème nucléaire, c'est quelque chose qui est un petit peu qui revient de manière redondante, hein, par période, j'allais dire, depuis le 24 février. Hein, donc, c'est pas la première fois. À mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on va en parler, malheureusement. Mais effectivement, je pense que ça traduit des craintes, voire des peurs que peut inspirer ce conflit. Et je pense à juste titre, compte tenu effectivement de la tendance à l'escalade qu'on constate depuis quelque temps quand même. Est-ce que la visite d'Antonio Guterres s'est bien passée? Comment considère-t-on les résultats de sa visite? Parce qu'on parle que de ça, mais on ne parle pas de sa visite en fait. Oui, c'est vrai que ça a complètement masqué tout le reste. Et pour ça que je disais qu'il y a quand même eu des choses sur ce groupe de contact. On va voir ce qu'il va donner. Hein. On va voir dans quelle mesure ça peut produire. Est-ce qu'il déjà il va exister? Est-ce qu'on va le créer? Et puis ce qu'il peut produire des résultats. Mais sorti de là, oui, il y a eu les entretiens les points que j'ai indiqués. Mais dire que ça s'est pas bien passé ou mal passé, moi j'ai l'impression que ça s'est passé correctement. Enfin, il n'y a pas eu pas eu de problème particulier. A-t-il vu Vladimir Poutine? Au moment où on parle, j'ai pas l'impression. Mais il était prévu visiblement qu'ils se rencontrent. En tout cas, hier, c'était l'information qui était diffusée. Il est toujours en Russie? Non. Oui, je crois que Gutiérrez, il me semble qu'il est toujours à Moscou. Oui, donc il peut encore voir. Théoriquement, il peut encore le rencontrer. Il peut encore le rencontrer. Alors, je ne sais pas s'il y aura une table de 20 mètres ou de 22 mètres, mais bon, en tout cas, il peut le rencontrer. S'il fait un test PCR, non, c'est pas la peine si tu as une table de 22 mètres. Je pense qu'il y aura une table de 22 mètres, à mon avis. Ouais. Une question un peu pour toi, Igor. Celle-ci. La Russie a-t-elle des accords militaires de défense réciproque? Et si oui, avec quel pays? Il y a les accords de défense dans le cadre de l'OTSC, hein, l'Organisation de traité de sécurité collective, donc avec Biélorussie, Arménie, Kyrgyzstan, Kazakhstan, etc. Mais on a vu la limite de ces engagements de sécurité, hein, avec ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh il y a bientôt 2 ans. Donc effectivement, les Arméniens qui se sont sentis, à mon avis, très seuls et la Russie qui est intervenue au dernier moment pour négocier une cessation des hostilités. Donc c'est toujours la tendance qu'on a à voir ces accords à travers le prisme de l'OTAN et de l'automaticité, donc de la réponse collective face à une agression contre un des membres. Je crois qu'il ne faut pas chercher à dupliquer ce modèle sur d'autres organismes de sécurité régionaux. C'est d'autres contextes, c'est d'autres États, c'est d'autres histoires, une autre géographie. Mais oui, il y a des accords de défense. Il y a aussi des accords de défense avec la Syrie. Mais là, on est encore dans un contexte qui est quand même assez extraordinaire, d'un État qui est en guerre depuis plus de 10 ans. Donc oui, il y a des accords de défense bilatéraux, mais une fois encore, je mets en garde contre une lecture assez occidentalo-centrée ou autant-centrée d'automaticité de la réponse en cas d'agression. Y en a-t-il avec la Chine? Non, avec la Chine, non. Il n'y a strictement rien de comparable et je crois qu'ils n'en veulent pas d'ailleurs. Tu peux nous dire un mot sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh en ce moment? Voilà, j'ai plus rien vu depuis quelques jours, mais il y a eu un épisode de tension et d'affrontement il y a 15 jours de ça, il me semble. Et donc depuis, évidemment, il y a un niveau de tension, mais qui reste maîtrisé. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de bataille, il n'y a rien de comparable à ce qu'on a connu il y a 2 ans. Mais ça reste un point chaud à surveiller de très près. Avec, si je peux me permettre, une visite, une activité diplomatique intense. Hein. D'abord entre Turcs et Arméniens, et on a vu que le Premier ministre arménien, Pachinian, s'était rendu à Moscou pour discuter avec Poutine, et l'Arménie, évidemment, est dans une situation extrêmement délicate, l'Arménie et le Karabakh, puisque maintenant le sujet, c'est le statut du Karabakh. Est-ce qu'il en est autant des Gilles Salomon, cher à Louis de Funès?
Alors, des îles Salomon. Ouais, non, alors sur les îles Salomon, je crois qu'il y a une déclaration aujourd'hui d'un responsable politique australien, ou néo-zélandais, je ne sais plus si c'est le ministre de la Défense, qui expliquait que c'était une ligne rouge si une base militaire chinoise apparaissait sur les îles Salomon, que c'était quelque chose de parfaitement intolérable et de parfaitement inenvisageable, et qu'il fallait prendre ceci très au sérieux, et que ça représentait une menace pour la stabilité dans la région, alors la région qui est immensément vaste, hein. Donc on revient sur ce qu'on disait hier, hein. C'est un sujet qui peut paraître très éloigné géographiquement, mais qui localement a une résonance très très importante dans le contexte de confrontation entre les Américains et les Chinois sur la scène Asie-Pacifique, hein. Et avec cette lecture qu'on avait mise en avant hier, effectivement, qui fait ressortir quand même une forme un peu de double standard, c'est-à-dire que voilà, les îles Salomon souhaitent procéder eux-mêmes souverainement, manifestement, à leurs arrangements de sécurité. Je ne suis pas spécialiste de la région, donc je ne peux pas vous dire quels sont les enjeux sous-jacents, hein. Je vous donne d'extérieur un peu le point de vue. Mais que là, en tout cas, ce n'est pas accepté par certaines parties prenantes de la région. C'est toujours intéressant de voir effectivement comment les points de vue changent d'une région à l'autre. Que penser des déclarations du ministre de la Défense anglais qui semble justifier des frappes sur le territoire russe? Je n'ai pas entendu ça. Il a dit... Il a effectivement une phrase qui dit que, en gros, les Ukrainiens ont toute légitimité à frapper des cibles sur le territoire de la Fédération, je cite le ministre anglais de la Défense, pour donc contraindre la logistique militaire russe dans le cadre du déroulement de l'opération militaire spéciale. Donc voilà, c'est une phrase qui est sortie, je crois, cet après-midi. On peut en penser ce que vous voulez, hein. Mais moi, tout à l'heure, je parlais effectivement d'escalade, dans le cadre d'escalade rhétorique, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on légitime effectivement ce qui est dit dans la phrase. Donc c'est quand même, le contexte général est préoccupant, absolument. Et il continuera à se dégrader. Pourquoi, demande Pavel? Parce que avant de s'améliorer, ça va continuer à se dégrader. Je sens effectivement, pour l'instant c'est que de la rhétorique et j'espère que ça restera de la rhétorique bien évidemment, mais je sens qu'on va continuer à avoir malheureusement une dégradation de la situation. Alors on nous pose justement si la situation s'enlisait en Ukraine ou l'ouverture de nouveaux fronts, est-ce que la Russie pourrait envisager une mobilisation générale? Donc oui. Donc, tout est toujours possible. Mais on n'en est pas là pour l'instant, en tout cas. Question sur un autre sujet, c'est que pensez-vous de la loi sur les agents étrangers? Les binationaux, dans quelle mesure seront-ils concernés? Ma question est presque rhétorique. Alors, les binationaux seraient concernés de la même façon que les nationaux, hein, de toute façon. C'est pas une question de nationalité, la loi sur les agents étrangers. Mais tu veux dire un mot? Oui, on travaille beaucoup dessus parce que, comme on vous l'expliquait les fois précédentes, on est particulièrement aujourd'hui attentif effectivement aux différents projets de loi qui se suivent et se ressemblent assez, hélas. Et il faut comprendre que ce qui aujourd'hui a trait aux agents de l'étranger n'est pas nouveau. Il s'agit d'une réglementation qui existe déjà et qui en fait a dit l'essentiel, c'est-à-dire que tout organe financé par des sources étrangères est passible de devenir agent de l'étranger, que toute forme d'interaction avec des organes étatiques, qu'ils soient fédéraux, régionaux, municipaux, est également quelque chose qui peut vous faire passer dans la catégorie agent de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette catégorie agent de l'étranger? Elle est infamante, mais elle permet malgré tout de fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut, à partir du moment où vous communiquez publiquement, faire précéder n'importe quel message d'un long paragraphe expliquant que vous êtes agent de l'étranger et que à ce titre, etc., etc. Mais vous n'êtes pas obligé de pointer toutes les semaines ou tous les mois dans un bureau quel qu'il soit. La seule chose, c'est aujourd'hui qu'il y a une forte pression de la part du législateur sur l'extension de cette catégorie. La nouveauté et ce contre quoi nous nous battons, c'est aujourd'hui que les membres des familles des agents de l'étranger seraient également agents de l'étranger, enfants exclus. On revient à la phrase de Staline, comme quoi l'enfant ne répond pas des péchés de ses parents.
Pour le reste, effectivement, la chose paraît à la fois extrêmement menaçante et en même temps très peu en fait conforme à la constitution russe. Et le point positif, c'est que ces dernières semaines, nous avons beaucoup de nos interlocuteurs, notamment au sein du gouvernement, notamment des ministres, qui rendent des conclusions défavorables sur des projets de loi russes, arguant du fait que ces projets contreviennent à la constitution du pays, ce qui montre quand même un légalisme préservé et dans le sens duquel, évidemment, nous intervenons en tant que Chambre et en synergie avec l'ensemble de la communauté d'affaires étrangères en Russie. On nous demande si c'était des enfants mineurs. À partir du moment où un enfant est majeur, ce n'est plus un enfant, c'est un adulte, je crois. Pas toujours, pas toujours. On n'a pas compris ce que sont les agents étrangers. Tu veux expliquer la loi sur les agents étrangers? C'est une catégorie administrative qui s'applique donc à des personnes physiques et à des personnes morales et qui les oblige à une compliance, c'est-à-dire un certain nombre de d'obligations, merci décidément aujourd'hui Arnaud, vis-à-vis des administrations locales. Donc concrètement, il s'agit d'une comptabilité beaucoup plus précise. Pour un agent de l'étranger, il s'agit de rendre compte de chaque transaction, d'expliquer pourquoi chaque copec a été dépensé, dans quel but et avec quel résultat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obligation, avant chaque communication publique, de mettre en exergue un paragraphe explicitant le fait que cette communication était issue d'un agent de l'étranger. Mais comment es-tu défini, agent de l'étranger? C'est sur la base de quoi? D'ailleurs, ça c'est une bonne question, mais je ne sais même pas quel est l'organe qui est… le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Merci, Arnaud. Il est vendredi soir, publie des listes. Et l'élément nouveau dans le projet de loi qui est discuté, on en a parlé un petit peu hier ou avant-hier, c'est que la dimension financière n'est plus obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez être déclaré agent de l'étranger sans recevoir de l'argent de l'étranger. Voilà, Arnaud a raison et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un aspect absolument subjectif qui est très menaçant parce qu'il s'agit de pouvoir être potentiellement un agent de l'étranger quand vous bénéficiez d'un support moral. Alors que veut dire un support moral? N'importe qui aujourd'hui peut être agent de l'étranger, c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que c'est constitutionnel? La loi est passée, donc oui. C'est une loi en vigueur. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, sa légalité n'est pas contestée, manifestement. Mais ce qui est intéressant dans cette loi de l'étranger, c'est quoi? C'est identifier des gens qui travaillent pour l'étranger. Grosso modo, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes une ONG et vous ne faites pas un travail humanitaire, mais vous êtes financé par l'étranger et vous faites un travail de fond qui va déstabiliser le pays. Voilà. Donc, vous avez une loi qui vous permet d'identifier ça et de vous qualifier d'agent de l'étranger. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si la France a une loi équivalente ou non. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la dimension politique. C'est-à-dire que le but, on l'a bien compris, c'est d'identifier, de contrer, de mettre hors jeu des gens dont le pouvoir pense qu'il nuit à ses intérêts. Voilà, c'est ça la vérité. Ça concerne, il faut qu'il y ait une dimension politique dans cette. Mais la France n'a pas une loi pareille, je crois. Hein, on n'a pas de loi sur les agents. Ce qui est intéressant, c'est que la base de cette loi, c'est la loi américaine. En fait, les Américains ont fait une loi sur les agents de l'étranger il y a quelques années et les Russes ont fait un copier-coller de cette loi. Donc, en fait, les deux grands pays que je connaisse qui ont cette loi, c'est les États-Unis et la Russie. Peut-être y en a-t-il en Chine, une en Chine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a eu… c'est les deux grands pays qui l'ont. Alors, on nous demande, avez-vous entendu parler de sociétés étrangères ayant suspendu leur activité en Russie et ayant annoncé leur décision de reprendre leur activité? C'est sur donc un autre sujet, excusez-moi. Avant de répondre à cette question, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Les États-Unis ont une loi équivalente, plus ou moins la Foreign Agents Registration Act, qui est vraiment un peu un copier-coller de la loi russe. Et d'ailleurs, la loi, enfin, la catégorie la plus
infamante qui est celle des extrémistes existe aussi aux États-Unis sous forme de la liste SDN. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'une création ex nihilo russe. Alors, je suis fonctionnaire contractuel catégorie A+, au service du Premier ministre et binational. Bravo, voilà, dit Pavel, le cas échéant, serai-je informé par le ministère de la Justice russe si jamais il me reconnaît en tant qu'agent étranger. Alors, je pense qu'en étant travaillé en France, on ne va pas vous juger en tant qu'agent de l'étranger. Toutes les personnes qui ne sont pas russes de souche, non, en fait, les agents de l'étranger, c'est pour tout le monde, c'est aussi bien des Russes que des étrangers. Je ne crois pas qu'une personne vivant, étant résidente hors de... Je ne crois pas aujourd'hui, il faudrait vérifier, mais qu'il y ait des cas de personnes résidant hors du territoire de la Fédération de Russie qui étaient désignées comme agents de l'étranger. Mais demain, nous avons une réunion avec Pavel et les autres chambres de commerce étrangères auprès du RSPP, le MEDEF russe. C'est une réunion, on va être assez peu nombreux, on sera 8, je crois. Et c'est l'un des sujets qu'on va aborder avec les autres dont vous avez déjà parlé sur la criminalisation, la loi sur la criminalisation des directeurs généraux, etc. Donc, on va en reparler demain suite aux modifications apportées sur la loi. Alors, pour changer de sujet, on va parler de sujets économiques. J'ai une première question qui nous dit, qui concerne le projet Arctic LNG 2, dans lequel Technip Energies est impliqué. Savez-vous si le projet ira à son terme? Le contrat y a déjà été signé, les sanctions s'appliquent-elles quand même? Alors oui, les sanctions s'appliquent et elles s'appliquent immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de composants qui ne peuvent plus être reçus en Russie. Ceux qui sont déjà là, bien évidemment, pourront être installés. Mais le projet ira-t-il à son terme? Je ne peux pas vous le dire. On n'a pas vraiment d'informations dessus, donc c'est très difficile de vous répondre. Michelson, le président de Novatek, s'est exprimé sur le sujet aujourd'hui, donc on peut faire référence à ses déclarations. Et selon lui, effectivement, ce qui est en cours et ce qui est achevé à hauteur de 98% sera mené à son terme. Et les lignes suivantes seront construites sur la base des technologies russes, technologies cascade, qui avaient été mises en œuvre à Yamal, avec des succès mitigés, il faut le dire. Donc, la Russie a une technologie qui, pour l'instant, n'a pas vraiment fait ses preuves. En tout cas, Michelson était sceptique il y a quelques mois dessus, mais peut-être que dans ce contexte, eh bien, ils vont devoir y revenir et perfectionner cette technologie. Obi prévoit-il de réouvrir ses magasins? Est-ce confirmé? Alors, il y a une vente de Obi, en fait. Alors, si j'ai bien compris, c'est un fonds d'investissement. Donc, si la vente est effective, effectivement, Obi va réouvrir ses magasins. Je ne sais pas si ça a commencé ou non. C'est annoncé pour demain. À partir de demain jusqu'au 11 mai, Obi a annoncé manifestement pour les propriétaires de Dacia la réouverture, donc pour 15 jours au moins. C'est ce qui est sorti dans la presse il y a quelques minutes. Oui. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, Obi est le concurrent de Leroy Merlin. C'est une société allemande. Pavel dit des bêtises, donc on ne va pas les répéter. J'avais raté une question politique. On nous demande si sur le territoire ukrainien qui est sous contrôle russe, est-ce qu'il y a déjà des administrations russes qui gèrent les territoires? Comment sont gérés les territoires qui sont... Alors c'est un vrai grand sujet. Il faut distinguer évidemment deux types de territoires. Il y a le Donbass, et encore il y a le Donbass pré-24 février et post-24 février. Puis il y a les autres territoires, notamment des régions de Zaporizhia et de Kherson. Et là, on voit des choses assez étonnantes et intéressantes. Généralement, des nouveaux maires sont nommés ou cooptés, maires pro-russes, souvent issus des partis d'opposition. On voit que le rouble entre en vigueur et qu'il y a même parfois des distributions de prestations sociales en rouble.
On voit aussi et surtout, et là on en revient à la Transnistrie, que la télévision russe fait son apparition et apparemment elle ne peut plus émettre sur la région de Kherson à la suite de ce qui s'est passé en Transnistrie. Mais effectivement, oui, il y a des mouvements et certains s'interrogent sur ce que ça veut dire à moyen et long terme. Est-ce que ça signifie que la Russie, d'une façon ou d'une autre, s'installe définitivement, sous une forme ou sous une autre, ou pas? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'administration militaire. D'accord. Une question sur les sanctions. Alors, les directives européennes sur les sanctions fournissent les instructions et règles de commerce entre l'Union européenne et la Russie. Un dirigeant européen ou des actionnaires majoritaires européens d'une société russe sont-ils tenus de respecter ces règles, même si le commerce ne se fait pas entre Europe et la Russie, mais entre Russie et pays tiers, Chine ou autres? Quel risque pour ces Européens s'il y en a? Quelqu'un veut répondre à ça ou... Les sanctions s'appliquent, hein. Elles s'appliquent pour tout le monde. Mais on peut faire du commerce. Le commerce n'est pas interdit, donc tout dépend des sanctions qui sont faites. Moi, je pense qu'il faut prendre garde aux sanctions secondaires, en fait, dans ce cas-là. C'est-à-dire que, effectivement, il n'y a pas de commerce directement avec la Russie, mais il peut y avoir, dans le cadre de ce commerce avec un pays tiers qui est invoqué, à mon avis, hein, c'est ça qu'il faut surtout regarder, voilà, prendre garde à la finalité éventuellement des biens qui sont commercés, de voir avec quelle institution financière c'est que ce commerce est réalisé, à travers quel circuit, enfin. Je pense que c'est principalement ça la question, hein, mais on sait que les pays occidentaux ont fait pression sur la Chine et sur l'Inde pour que justement ils évitent de faire du commerce sur certains produits avec la Russie pour ne pas justement contourner les sanctions. Donc, il pourrait y avoir un problème si une société détenue par des Européens est considérée par l'Europe comme détournant les sanctions parce qu'ils font du commerce avec la Chine. Oui, ça peut créer un problème. Il faut vraiment bien regarder de quel type de produit on parle. Alors, quels sont les plans des entreprises françaises en Russie après la réélection de M. Macron? Alors, ça n'a rien à voir avec la réélection de M. Macron. Il y a des entreprises françaises qui ont fermé, qui sont parties, d'autres qui sont restées. Et la réélection de M. Macron n'a absolument aucun impact sur le plan des entreprises françaises en Russie. Je rappelle que M. Macron a demandé aux entreprises françaises de rester. Alors, avez-vous entendu parler de sociétés étrangères ayant suspendu leur activité en Russie ou ayant annoncé leur décision de reprendre leur activité? Pour l'instant, oui, certaines françaises, j'ai entendu certaines sociétés étrangères, oui, parce que ils ont soit trouvé de nouveaux composants qui leur permettaient de remplir, je crois, Continental, voilà, a annoncé la reprise de leur activité, et d'autres vont le faire. Alors, en plus de la télé russe, y a-t-il des opérateurs mobiles? Il y a aussi les... Ah, pardon, non, ça c'est la suite de ce que tu disais. Donc, il y a la télé russe qui a été... qui ne peut plus émettre sur l'Ukraine, et les opérateurs mobiles russes. Est-ce que vous savez? En tout cas, il se dit que Mégaphone, oui, est accessible sur au moins une partie de ces territoires. Ouais. Existe-t-il des aides ou des organismes pour les Français victimes de la russophobie et ont perdu leur emploi? Ça, je suis désolé si ça vous est arrivé. Non, malheureusement, bien évidemment, il y a pas d'aide et d'organisme. Sinon, si vous êtes en France, bien évidemment, vous pouvez bénéficier du chômage. Mais c'est un problème qui continue, alors qu'il n'est pas. On a plein d'exemples. On nous écrit souvent là-dessus. On a beaucoup d'exemples de russophobie, mais ça touche les gens de façon
complètement inégale. Donc, il y a des Russes qui n'ont aucun problème et d'autres qui en ont beaucoup. Mais c'est un vrai souci qu'on a soulevé auprès des autorités françaises, mais je ne sais pas ce qui va vraiment être fait en la matière. On n'a plus de questions. Donc, n'ayant plus de questions, Pavel, tu vas nous faire ton petit briefing habituel. Merci, Président, de m'autoriser à faire mon petit compliment. Donc, chers amis, tous nos événements sur notre site, pour les sociétés membres, un webinaire sur les transports internationaux et un petit déjeuner d'affaires sur le développement des infrastructures cloud ou cloud en bon français. Les autres actualités de la Chambre également sur notre canal CCI France-Russie, également notre canal légal CCI FR, qui est sur Telegram. Sur Telegram, absolument. Notre hotline sur Internet, hotline@ccifr.ru, jusqu'à la fin de la semaine avec mes collègues et néanmoins amis, toutes les fins d'après-midi, 17h30, heure de Moscou, heure d'été, je le précise. Tenez bon, chers amis, à l'approche de ces congés de mai. Merci, cher Arnaud, de nous avoir fait part de tes lumières. Cher Igor, cher président. Mais tu ne seras plus là alors à partir de demain. Comme disait Lénine, je suis de tout cœur avec vous, chers amis, dans ce pays hostile et compliqué. Et moi, de corps, je serai dans un hôtel de luxe et je compatis à vos soucis. Voilà, autrement dit, Pavel part en vacances pendant que Arnaud, Igor et moi-même continuez de souffrir. Et continuons, le martyr. Voilà, à souffrir. Mais nous serons donc là demain. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Bonsoir et à demain. Bonne fin de journée. Au revoir.